Bonjour Amélie. Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir. Ah, avec plaisir. Alors, c'est pas la première fois que tu vas intervenir sur le blog. Mais on va garder un petit peu le suspense. Et j'aimerais juste que tu te présentes, Amélie. Alors, je suis Amélie Martineau, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, un chat qui circule souvent dans mes réunions Zoom. J'habite à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je suis aujourd'hui formatrice pour duopreneur. Alors, je pense qu'on va avoir l'occasion de parler davantage de ce métier que moi je nomme duopreneur, mais peut-être que certains de tes auditeurs, et en tous les cas dont j'ai parlé sur ton blog il y a quelques mois déjà, connaîtront mieux sous l'appellation d'Online Business Manager, OBM, intégrateur peut-être ou bras droit sous certaines mesures. Ok, oui, effectivement, pour toutes les personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur ton parcours, parce que bien évidemment, tu es aussi une personne qui est reconvertie, donc tu n'as pas Mhm. toujours fait ce métier de formatrice. Donc pour toutes les personnes qui sont curieuses, eh bien, je mettrai le lien vers l'article de blog pour que les gens puissent comprendre un petit peu quel est ton parcours et comment tu en es arrivé là. Donc aujourd'hui, effectivement, tu es formatrice. Euh, Dans ce parcours de reconversion, Amélie, qu'est-ce qui t'a principalement motivé vers le métier d'OBM, comme tu l'as souligné à l'instant, et puis maintenant formatrice? Qu'est-ce qui t'a animé profondément dans ce changement, dans ce virage? Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, quand on a envie de se reconvertir, on a une idée d'un métier qu'on a envie de faire et on commence à le faire. Et l'entrepreneuriat, ça nous ouvre tellement de portes au fur et à mesure de ce qu'on apprend, des personnes qu'on rencontre, des clients qu'on sert. Donc, tout ça, en fait, c'est venu nourrir mon cheminement. Moi, j'ai commencé ma démarche de reconversion en 2017 quand je me suis installée à Boston, aux États-Unis. Euh, J'étais dans un pays à des milliers de kilomètres de mon noyau d'origine et les valeurs famille et liberté sont des valeurs super importantes pour moi. J'avais besoin de créer une activité qui pouvait venir nourrir ces valeurs-là. Donc, je me suis très rapidement orientée vers tout ce qui était marketing digital. À l'époque, en 2017, je me suis fait accompagner par une coach dans ce parcours de reconversion. Je ne te connaissais pas encore, mais sinon, j'aurais fait appel à toi. Et ça a été vraiment révélateur. Et en fait, je suis tombée dans la marmite du développement personnel, du marketing digital. Et là, il y a eu un monde de possibilités qui s'est ouvert à moi. Et en fait, plus que ces possibilités-là, c'était surtout la possibilité de choisir moi-même les possibilités que j'avais envie en fait de poursuivre pour créer une activité à mon image. Et ça m'avait manqué dans ma vie de salarié. J'étais quand même parfois en manque de sens, en manque de repères, pas toujours alignée avec mes employeurs ou les entreprises, même si je me suis vraiment épanouie dans mes responsabilités de responsable marketing, responsable formation. Donc voilà, il y a tout ce cheminement, en tous les cas, qui est venu de l'intérieur pour aller vers un métier qui, je pensais, pouvait me convenir. Et en travaillant sur qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, quelles étaient mes valeurs, quelle était ma vision, quelle était la place dans le monde que j'avais envie d'occuper, j'ai eu ce déclic que moi, en fait, ce qui m'animait, c'est d'être entrepreneur. Cette étiquette-là d'entrepreneur, elle était déjà très forte dès le début. J'avais besoin de cette cassure par rapport à mon identité de salarié. Donc, c'était très fort pour moi. Je voulais être indépendante. Et j'avais envie d'accompagner un autre entrepreneur dans une vision que je me faisais d'un duo pour accompagner ce client entrepreneur dans le développement de son entreprise. Et c'est comme ça que le terme duopreneur est né en 2018 dans ma réflexion sur ma reconversion. J'ai décidé que j'allais devenir duopreneur. Donc, j'ai créé cette étiquette parce que je ne savais pas en fait quel était le métier que j'allais faire. Et très vite, en fait, je me suis dit, OK, j'ai envie de travailler avec des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs du web à impact positif. Et j'ai envie de les accompagner dans ce qui était déjà ma zone de génie, que je n'avais pas vraiment identifié jusqu'à ce que je fasse ce travail de coaching et qui était la gestion de projet, la gestion d'équipe, la gestion des opérations, le suivi des chiffres.
En fait, je pensais que j'avais un profil très littéraire, mais non, j'étais aussi ouverte vers toutes ces problématiques de business, de finance, de croissance d'entreprise, de gestion. Donc voilà comment j'ai débuté mon activité. J'ai toujours voulu travailler avec des clients francophones qui étaient essentiellement basés en Europe, même si à l'époque j'habitais aux États-Unis. Et c'est vrai qu'au début de mon activité, je ne connaissais pas vraiment le métier d'OBM. Je connaissais évidemment les métiers d'assistante virtuelle ou les métiers de consultant auxquels j'avais pensé au cours de ma réflexion, mais j'avais conscience que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais envie de faire, ni tout à fait ce que je faisais. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée de duopreneur qui m'est toujours restée. Et au détour d'une conversation avec une assistante virtuelle américaine, j'ai appris en fait qu'il existait un métier déjà qui ressemblait fortement au mien et qui s'appelait OBM, euh, Online Business Manager. Et ça a été une deuxième révélation. Après avoir découvert le marketing digital, le développement personnel, ça a été ça, découvrir une communauté d'OBM anglophones qui avaient les mêmes problématiques que moi, le même travail que moi. Pas tout à fait quand même les mêmes problématiques parce qu'elles accompagnaient des clients américains, moi des clients francophones. C'est pas tout à fait non plus le même état d'esprit. C'était pas non plus le même niveau de professionnalisation du business. Les États-Unis étaient beaucoup plus avancés à l'époque, en 2018, 2019, 2020. Donc voilà comment j'en suis venue à être duopreneur. J'ai adoré faire cette activité-là, ça m'a vraiment nourrie. Mais en fait, il y a un verbe très fort au fond de moi qui a toujours été, et je pense que c'était aussi en filigrane au fil de mes activités de salarié déjà, et dans mon activité d'entrepreneur au début, c'est le verbe transmettre. Et c'était très clair pour moi dès le début que j'étais en train de faire ce métier-là, que j'adore toujours faire ce métier-là, mais que j'étais aussi en train de le faire en observatrice, en testeuse, en exploratrice, pour un jour pouvoir le transmettre et pour pouvoir vraiment permettre à d'autres personnes de pouvoir faire ce métier-là et de pouvoir obtenir ce degré d'épanouissement que j'avais obtenu en faisant cette reconversion. Donc voilà quel a été mon cheminement jusqu'à cette envie de transmettre. Et donc j'ai lancé Duopreneur Academy en 2021. Tout ça, ça a été un cheminement au fur et à mesure des années. Ok. Alors, c'est vrai que la transmission, le partage, c'est souvent un terme qui ressort aussi beaucoup de la part de mes clientes. Il y a aujourd'hui un élan, tu vois, de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Donc, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Si on revient sur cette partie OBM, qu'est-ce qui faisait vraiment sens pour toi dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui faisait que le matin, tu te disais, waouh, je me lève avec envie, avec enthousiasme? C'était quoi le petit truc qui donnait finalement du sens à cette activité-là? Alors, je pense que j'ai tout de suite adhéré à ce métier-là parce que j'avais fait un vrai travail personnel sur qui j'étais, euh, ce que j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie de travailler. Et ça, c'était des questions que je ne m'étais pas vraiment posées quand j'étais salariée parce que c'est vrai que on suit le rythme, on saisit des nouvelles opportunités, on saisit des nouveaux postes, on monte dans la hiérarchie et finalement, on ne se pose pas toutes ces questions. Et moi, je n'avais pas accès au développement personnel. J'étais, des fois, j'ai envie de dire, j'étais une tête complètement coupée de mes émotions et même de mon corps, tu vois, je ressentais pas tout ça en fait. Donc, je sentais des tiraillements dans mon activité de salarié. Je sentais que j'aimais le marketing, par exemple, la communication. J'aimais profondément ce métier-là, mais j'aimais plus la manière dont je le faisais. Il y avait plus de sens. Il y avait la cause que je défendais était plus la bonne aussi. Et puis j'étais écartelée, j'étais épuisée, je pense, dans ma vie salariée, de toujours vouloir faire plus, d'être en déplacement, parce que évidemment, socialement, c'est génial. Les gens te regardent de l'extérieur et te disent, ah, c'est génial, tu es responsable d'un département. Ah, c'est génial, tu vas encore à Paris ce week-end. Mais moi, juste, j'avais pas envie d'aller à Paris ce week-end. J'avais envie d'aller faire du ski avec ma famille en Haute-Savoie où j'habitais. Donc, en fait, je pense que j'ai aimé ce métier d'OBM parce que je me suis laissé ce temps et cette liberté de vraiment comprendre ce que j'avais envie de faire, ce que je n'avais plus envie de faire et avec qui j'avais envie de le faire.
Donc oui, j'aurais pu aller vers des missions qui auraient été simples pour moi, mais qui ne m'auraient pas nourri. Par exemple, j'étais capable, au début, je me suis dit, ben, je peux tout offrir, mais non, je ne peux pas tout offrir. J'aurais pu saisir des factures, faire de la pré-comptabilité, faire des tâches administratives. Si tu veux, intellectuellement, j'aurais pu le faire. Mais je savais que ça n'allait pas me nourrir. J'aurais pu travailler avec des entreprises locales où j'habitais aux États-Unis dans des tâches d'administratif, par exemple. Mais ça, je savais non plus que ça allait pas me nourrir. Travailler encore pour des entreprises industrielles, c'est plus ce que j'avais envie de faire. Donc déjà, savoir que je voulais exclusivement travailler avec des coachs à impact positif, des thérapeutes, euh, et pas, par exemple, des influenceurs ou d'autres types de professions avec lesquelles j'avais moins d'affinité. Ça a été important et c'est vecteur, je pense, de motivation. Et je suis allée chercher des clients dont je partageais la mission, dont je partageais la vision, dont je partageais les valeurs. Et ça a fait toute la différence, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on n'en a pas marre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où on ne pleure pas, où on n'est pas fatigué, où on ne dépasse pas ses limites, où on a juste envie de dire aux clients qu'on ne supporte plus. Ça veut dire que tout ce qui est autour, eh ben, c'est plus fort que tout, en fait. C'est vraiment moteur pour moi. Et puis, ça correspondait totalement à ma manière de vivre aussi. Ça, c'était important. C'était un incontournable quand j'ai créé mon activité. Je voulais une activité qui me donnait la possibilité d'être ultra flexible, ultra libre et qui me continuait à me stimuler intellectuellement, qui me donnait aussi un revenu qui était satisfaisant. Euh, donc, je pense que tout ça, c'est des vecteurs. Oui, alors ce qu'il faut expliquer aussi aux personnes qui vont écouter cet épisode, c'est que tu vis en concubinage avec quelqu'un qui bouge beaucoup dans le monde. Et Absolument. du coup, effectivement, dans cette réflexion de comment je crée mon environnement de travail, bah pour toi, c'était impensable d'avoir quelque chose en physique. Voilà, Absolument. c'était quelque chose sur le digital qui puisse bouger avec toi. Voilà. Donc là, Oui, typiquement, là, il est un petit peu tard, mais tu es avec moi. Là, il est 15h30. Chez toi, il est plus de 18h. je Mais comprends. effectivement, c'était aussi cette flexibilité-là que tu recherches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde qui est en perpétuel mouvement, où j'entends aussi de nombreuses femmes qui sont mariées avec des hommes qui sont amenés à bouger et qui se disent, mais finalement, comment je peux me nourrir moi? Parce que finalement, une vie professionnelle, c'est aussi un moyen de se réaliser soi. Eh bien, comment l'entrepreneuriat en ligne peut être aussi une solution? Et donc, pour toi, ça a été aussi cette solution de pouvoir voilà, te réinventer et puis vraiment kiffer et prendre du plaisir dans ce que tu fais. Donc ça, c'est vraiment super, Amélie. Alors, si on revenait un petit peu sur le métier d'OBM finalement, parce que quelqu'un qui est aujourd'hui salarié et qui peut travailler dans le marketing va se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Quel est donc ce métier mystère? Donc, comment tu pourrais nous le décrire finalement? Comment tu pourrais nous vendre ce métier? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de marketing parce que ça vient teinter ma manière de faire ce métier-là, mais une OBM n'est pas une spécialiste du marketing, c'est plutôt une spécialiste des opérations. On travaille plutôt dans le business que sur le business de nos clients. Donc, si je voulais, en fait, quand j'ai besoin de faire comprendre facilement cette profession, j'utilise une analogie avec d'autres métiers. C'est-à-dire que je suis une OBM pour un entrepreneur et c'est la même chose que le pilote a besoin d'un copilote, le compositeur a besoin d'un chef d'orchestre, la rockstar a besoin d'un agent. On en connaît des duos célèbres. Souvent, on parle de Walt Disney qui a eu besoin de Roy Disney pour créer son empire. Moi, pardon, moi j'aime bien l'image de Céline Dion et et de son mari René, tu vois. C'est-à-dire que en fait, pour réussir dans les affaires, on a besoin de faire un duo et le monde des petites entreprises et le monde du business en ligne ne déroge vraiment pas à cette règle. Et donc, c'est ça ma mission, c'est de former ce duo et c'est d'épauler mon client entrepreneur. Je suis un véritable partenaire stratégique pour lui et je l'aide à gérer son entreprise, ses projets, son équipe pour qu'il reste dans une dynamique de croissance, de développement. Donc, en fait,
Très souvent, je dis que je suis en charge, ma mission, ma responsabilité pour mes clients, c'est que les bonnes actions soient faites au bon moment, de la bonne manière, par la bonne personne. Et ça englobe tous les piliers de mon activité. Gestion de projet, gestion d'équipe, gestion des opérations, suivi des résultats, ça fait partie de mon quotidien. Euh, et alors, c'est vrai que c'est un métier, le métier d'OBM, qui peut ressembler à des métiers d'assistante virtuelle ou de community manager parce que c'est une profession qui permet de travailler à distance, qui offre beaucoup de flexibilité, de liberté géographique aussi, comme on en a parlé juste avant. Mais il est quand même différent de ces métiers-là qui sont un peu plus connus dans les nouveaux métiers du web parce qu'il nécessite d'avoir une compréhension globale vraiment des activités de l'entreprise et il intervient à un niveau de management dans l'équipe de son client. Et on est vraiment, en fait, un trait d'union, j'ai envie de dire, entre la stratégie qui est portée par son client et l'exécution qui est, elle, est de la responsabilité de l'équipe en place chez notre client. Oui, alors c'est très parlant et en t'écoutant, je revois aussi dans mes échanges avec Gwendoline, qui à la base était mon assistante virtuelle, que tu as formée à ce métier-là. Et c'est vrai que dans nos échanges, je la considérais à un moment donné vraiment comme mon bras droit, parce que souvent je la sollicitais sur certains sujets. Elle m'avait construit aussi des templates, donc elle avait été un soutien sur pas mal de choses. Puis du coup, là, elle a évolué et effectivement, j'avais pas à ce moment-là la structure pour pouvoir la retenir. Donc, tu l'as formée toi au métier de Mhm. M. Donc, c'est vrai que quand on est comme ça entrepreneur, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, de pouvoir nous rester dans notre zone de génie et pouvoir déléguer toute cette partie vraiment plus gestion de projet, planification, à qui je délègue telle ou telle tâche, etc. C'est un vrai soutien, un vrai support. Et moi, j'ai adoré cette partie-là quand je travaillais avec Gwendoline parce que c'est euh, c'est comme si on partageait aussi quelque part la charge mentale, en fait. Et puis, il y avait une compréhension aussi sur certaines thématiques qui, donc c'était vraiment très, très intéressant. Et alors, du coup, Amélie, quelle est la typologie de personnes type qui aujourd'hui pourraient être intéressées par ce métier d'OBM ou du moins quelle est la typologie de personnes qui viennent à toi. Donc on a parlé de Gwendoline qui était à la base assistante virtuelle mais qui à la base encore était infirmière donc elle avait s'était reconvertie dans ce métier et puis elle voilà quelqu'un qui avait aussi envie d'évoluer et de grandir. Donc on passe d'assistante virtuelle à OBM donc il y a une évolution aussi dans la carrière. Mais quelle est voilà, typologie type des femmes qui viennent à toi? Alors, les élèves de Duopreneur Academy sont principalement des femmes. Enfin, j'ai eu deux garçons sur les près de Ah, 70 élèves. Euh, Ce sont principalement des femmes. Elles ont entre 30 et 50 ans. Euh, et tous les profils vraiment sont représentés parce qu'on n'est pas dans un début d'activité, on est vraiment sur de la reconversion ou de l'évolution professionnelle. Et donc avant, elle pouvait être effectivement assistante virtuelle, customer care manager, directrice marketing, directrice commerciale, juriste, il y a même une architecte, coach, maman au foyer, comptable, chef de projet, chargé de recouvrement, enfin tout le monde a un autre passé et certaines viennent dans Duopreneur Academy et sont déjà OBM, autoproclamées. Elles ont beaucoup appris sur le tas et elles ont envie de venir se professionnaliser et rencontrer des personnes qui font le même métier qu'elles pour échanger. Donc, la plupart de ces femmes-là, en fait, elles sont en recherche de sens, d'équilibre, d'épanouissement, de liberté. C'est vraiment ce qui les rassemble. Et c'est vrai que à peu près la moitié d'entre elles, sur ces presque 70 élèves, étaient avant assistantes virtuelles. Donc, soit elles ont vraiment réalisé des missions d'assistantes virtuelles, ou soit elles ont commencé cette reconversion vers le métier d'assistante virtuelle et elles se sont rendues compte que ce n'était pas tout à fait le métier qui était fait pour elles. Et elles sont allées très naturellement vers ce métier parce que c'est celui qu'on rencontre en premier quand on a ce projet de se reconvertir dans un métier du web.
Mais c'est pas un passage obligé, si tu veux. C'est pas comme dans des métiers de cuisine, par exemple, où on est d'abord commis, puis chef de partie, chef de rang. Je sais pas si je le dis dans le bon sens, cuisinier, chef de cuisine. On n'est pas obligé, en fait, de passer par une activité d'assistante virtuelle. Et d'ailleurs, les différents profils n'ont pas les mêmes challenges si elles ont été assistantes virtuelles ou pas du tout assistantes virtuelles avant. Et l'autre moitié de mes élèves de Duopreneur Academy sont vraiment des salariés qui souhaitent créer leur activité. Donc, soit elles ont arrêté leur activité ou soit elles sont en transition et elles débutent leur carrière entrepreneuriale en parallèle. Et vraiment, il n'y a pas de voie royale pour devenir duopreneur OBM. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de profils de duopreneurs que de profils de clients. Alors, c'est vrai qu'il y a un socle commun de compétences, de méthodologies à maîtriser. Tout ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des hard skills. Mais tout ça, finalement, ça s'apprend. Si tu veux, on peut apprendre la gestion de projet, la gestion d'équipe, etc. On peut apprendre à gérer des chiffres, on peut l'apprendre dans Duopreneur Academy, mais soyons honnêtes, on peut l'apprendre partout ailleurs. Aujourd'hui, l'information, elle est disponible partout. Euh, et on va en fait construire aussi nos offres en fonction de notre parcours, de nos expériences, de nos expertises, de nos préférences et aussi des opportunités qui vont se présenter à nous. Donc c'est pour ça que moi je fais beaucoup travailler les personnes sur leur activité idéale et parce que j'ai pas envie qu'elles coupent tout de leur vie antérieure. Si tu veux, il y a beaucoup de compétences qui sont directement transférables. Après, c'est juste une autre manière de travailler et d'autres personnes avec qui on travaille et puis d'autres compétences qu'on apprend au fur et à mesure. Euh, il y a quand même des traits communs et ces traits communs, c'est plutôt dans les talents naturels, les soft skills. Donc, par exemple, évidemment, on a quand même un goût pour la planification, on est toujours en recherche d'optimisation, on aime la structure, on aime le management, la gestion d'entreprise, donc ça, c'est plutôt des goûts. On a quand même un sens de l'organisation un peu aiguisé. On a cette capacité à avoir une vue d'ensemble, à faire des liens et à découper un projet en différentes étapes. Tout ça, c'est assez naturel chez nous. On a un esprit analytique, j'ai envie de dire, pour pouvoir conseiller aussi le client. On a quand même un leadership naturel, parce qu'il ne faut pas oublier que on peut effectivement accompagner un solopreneur sur une partie de son activité, mais on est principalement destiné à intégrer des équipes. Donc, c'est des clients qui ont des petites équipes, des fois des équipes de freelance à temps partiel, mais malgré tout des équipes qu'il faut manager. On a besoin aussi, j'ai envie de dire, en qualité de la curiosité, quand même de l'empathie, de la bienveillance et une vraie intelligence émotionnelle et relationnelle. Ça, à mon avis, c'est primordial. Et puis voilà, maturité, prise de recul, autonomie, tout ça, ça fait partie des compétences. Donc, tu vois, toutes les compétences métiers, elles s'apprennent. Et les autres, elles sont soit innées ou elles se développent en tous les cas avec la pratique. Oui, bien évidemment, les personnes qui veulent aller vers ce genre de métier, elles ont déjà des talents en lien, oui, avec ce que tu viens de partager, puis aussi une appétence Oui. pour certaines, pour ces tâches-là. Donc ça, c'était intéressant de nous le partager. D'ailleurs, c'était la question que j'allais te poser, donc tu y es venu directement, et effectivement, c'est ce qui est pertinent. Donc ça, c'est super, Amélie. Donc aujourd'hui, tu formes donc toutes ces personnes-là à devenir OBM. Donc tu as changé ta casquette, tu as été sur le terrain. Est-ce que tu gardes quand même un pied sur le terrain? Est-ce que dans ta posture aujourd'hui de formatrice, tu fais partie de ces personnes qui se disent, je garde quand même un pied dans le terrain pour pouvoir voilà, sentir les évolutions et pouvoir venir nourrir ma formation, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es exclusivement sur la formation? Alors, ça a été un difficile choix à mener pour moi et ça a été Ouais. toute une transition dans mon activité, mais surtout dans mon état d'esprit. Cette année, ça c'est venu chercher beaucoup de résistance et de blocage chez moi parce qu'effectivement, ben, j'adore ce métier. Je pense que j'ai réussi à vous partager la passion que j'ai pour ce métier-là. Euh, et j'avais cette croyance que pour être une bonne formatrice,
dans la manière dont moi je forme les autres, où je suis davantage une mentor pour elles, j'avais besoin d'expérimenter pour livrer de la valeur. Donc oui, effectivement, tout ce que je partage en termes de compétences dans la formation et de compétences métiers en tous les cas, il y a beaucoup de théorie, de la pratique, mais il y a aussi beaucoup d'exemples qui sont tirés de ma pratique professionnelle et de toutes ces années où j'ai fait cette profession-là. J'ai fait le difficile choix cet été d'arrêter mes accompagnements individuels. Ça a été très douloureux comme décision, mais j'étais arrivée à un stade de mon entreprise où j'avais l'impression que soit j'allais mal accompagner mes clients individuels, soit j'allais mal accompagner mes élèves. Et donc ça, c'était juste pas possible pour moi. Et aussi parce que j'ai fait ce choix quand j'ai démarré mon entreprise de ne pas travailler à temps complet. C'était aussi, ça faisait partie des non négociables pour moi. Donc ça a évolué au fur et à mesure aussi que mes enfants ont évolué et au fur et à mesure aussi que j'ai accepté de lâcher prise sur certaines choses, je dois l'avouer, ça a été aussi un travail personnel. Donc cet été, j'ai décidé de me consacrer à 100% à Duopreneur Academy. Euh, et je me suis rendu compte en fait que j'arrivais à nourrir mon expérience, de mes expériences passées et aussi des échanges que je pouvais avoir avec les élèves, les anciens élèves, les clients qui viennent chercher des OBM et qui me parlent de leurs problématiques. Donc, je pense que je n'ai pas perdu en tous les cas de ma puissance d'accompagnement en faisant ce choix-là. Et ça a été vraiment, à mon avis, bénéfique pour le développement de la formation. Parce qu'à partir du moment où j'ai accepté de m'y consacrer à temps complet de mon temps disponible, en tous les cas, j'ai accueilli de plus en plus d'élèves. J'ai pu, au lieu d'accueillir les élèves au fil de l'eau, j'ai pu les accueillir par cohorte. Et donc là, je me suis rendu compte en plus de la puissance d'une cohorte, en fait, quand elles arrivent en petits groupes, donc entre 10 et 15 élèves pour l'instant, il y a quelque chose de magique qui se passe entre elles. Ça change l'énergie, la dynamique et c'est encore plus puissant. Donc pour l'instant, je ne regrette pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie, mais pour l'instant, je ne regrette pas. Et puis, j'avais aussi envie, pour être complètement transparente, euh, de ne pas avoir cette sensation que les filles pourraient croire que j'étais en compétition ou en concurrence avec elles, si tu veux. Ah, C'est-à-dire que intéressant. j'étais très mal à l'aise parce qu'on regardait mon site internet et donc il y avait une page pour promouvoir la formation et il y avait une page pour promouvoir mes propres services d'OBM. Et je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Et en plus, j'avais aussi une page de matchmaking où je propose de mettre en relation des entrepreneurs qui cherchent des OBM parce que moi, je ne peux pas accueillir tous les entrepreneurs francophones qui cherchent une OBM. Donc, il y en a beaucoup qui sont en recherche. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce que j'ai pas envie qu'on croie que je m'octroie la meilleure partie et que je donne les miettes aux personnes que je forme ou que je puisse faire à un moment donné de la rétention d'informations. Tu vois, j'étais vraiment dans cette démarche altruiste, mais j'avais envie d'être 100% dans cette démarche altruiste et pas me dire, est-ce que je garde ce client ou est-ce que je le propose, tu vois? J'étais Hmm. un peu désalignée. Donc Ouais, voilà, c'était aussi mon choix. c'est intéressant dans ton partage parce qu'on voit l'évolution aussi de l'entrepreneur et tous les challenges en fait que l'on rencontre et c'est jamais fini. C'est toujours comme ça à se réinventer, à réinventer son activité. Et puis dans ton partage aussi, on voit à quel point le mental vient interférer, tu vois, notre système de croyance. Donc c'est vraiment important aussi d'être accompagné, d'être challengé et à un moment donné, oui, de prendre position, donc de prendre des décisions. Et c'est aussi une des compétences clés d'un entrepreneur, c'est de pouvoir aussi prendre des décisions Absolument. pour, euh, pour, Absolument. Et voilà. d'avoir fait ce shift-là, en plus, c'est pas anodin, effectivement, en termes de mindset. J'ai dû beaucoup travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, je fais face à des nouvelles difficultés auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont, comme je ne suis plus OBM, prestataire de service, je suis aujourd'hui formatrice. J'ai besoin financièrement d'accueillir beaucoup plus d'élèves que j'avais besoin d'accueillir des clients. Mon chiffre d'affaires a augmenté, mais mes dépenses
de fonctionnement ont aussi augmenté de manière exponentielle parce que j'ai plus de charges, j'ai une équipe qui travaille avec moi, bon, j'ai plus de frais de structure. Et en plus de ça, je suis aujourd'hui face à un challenge que je n'avais pas auparavant qui est de me rendre visible, de prendre la parole, de faire des partenariats, d'être visible sur les réseaux sociaux, de faire des masterclass, d'éduquer au métier. Donc tout ça, en fait, c'est un totalement changement en fait de mon quotidien et de mes nouvelles problématiques. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure, effectivement, de son évolution. Ouais, ça c'est aussi intéressant ce partage. Merci Amélie, c'est que effectivement à chaque palier d'évolution, on se rend compte, ben voilà, de nouvelles difficultés. Et puis oui, effectivement, par rapport aujourd'hui à ton modèle, par rapport à avant, bah, aujourd'hui tu te retrouves à avoir plus de personnes à encadrer. Donc c'est différent. Et donc bah, pour ne pas non plus passer ton temps à travailler, bah, tu es aussi amené à déléguer. Donc ce qui fait que effectivement, le chiffre d'affaires augmente, mais tes charges de structure ont aussi augmenté. Et c'est ce qui peut faire aussi toute la différence. Et c'est vrai que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de partage de chiffres d'affaires, et c'est très bien parce que ça montre aussi ce qui est possible. Mais derrière, la réalité dans les coulisses, c'est que oui, il y a ce chiffre d'affaires-là, mais derrière, est-ce qu'on est vraiment profitable? Est-ce qu'on est rentable? Et il faut regarder tout ça aussi, suivre ces chiffres. Et donc, merci de partager aussi le fait que, bah voilà, tes charges de structure ont augmenté et donc comment on peut faire pour poursuivre cette croissance tout en continuant à rester profitable et rentable dans son activité. Absolument, parce qu'aujourd'hui, ma rémunération est inférieure à ce qu'elle était lorsque j'étais uniquement prestataire de service. Donc ça, je l'accepte. Je sais que c'est provisoire. J'ai cette vision-là à 1 an, 3 ans et même l'année avant ma mort. Je sais du coup que c'est provisoire, mais il faut être prêt en tous les cas à accepter ça et à gérer son entreprise différemment en fait. Et alors justement, tu nous parles de vision. Quelle est ta vision pour 2024 du coup, Amélie? Parce qu'avant qu'on soit à l'antenne, tu nous disais, ah, je suis déjà en 2024. Et effectivement, Oui. c'est vrai quand on est entrepreneur, dès le mois d'octobre, on est déjà tourné sur 2024. Quelle est ta vision pour cette prochaine année, Amélie? Alors, je pense que le métier d'OBM va encore plus se professionnaliser en 2024. Ça va être la même chose que les métiers d'assistante virtuelle avant ou de Customer Care Manager ou de Closer, tu vois, c'est vraiment en train de se professionnaliser parce qu'au début, on a fait ça en répondant à une demande, en étant opportuniste, en se documentant à droite à gauche. Mais aujourd'hui, je sens que c'est vraiment en train de se professionnaliser. Il y a des techniques, il y a des modèles. Donc, tout ça, c'est en train d'évoluer. Et je suis persuadée qu'en 2024, ce métier-là, au fur et à mesure qu'il va être de plus en plus compris, va être de plus en plus demandé. C'est un peu, tu vois, l'histoire de la demande qui va être de plus en plus importante au fur et à mesure que la prise de conscience du besoin sera plus évidente, en tous les cas pour nos clients. Ça, j'en suis convaincue. Euh, et puis, en ce qui concerne mon entreprise en 2024, eh ben, évidemment, j'ai cette mission, je suis missionnée pour faire connaître le métier à la terre entière, en tous les cas en francophonie, parce que voilà, je suis convaincue que c'est une vraie opportunité pour beaucoup de femmes, parce que j'accompagne des femmes, mais en tous les cas des hommes aussi, de se reconvertir et que ça amène un métier supplémentaire différent à tout le panel de métiers qui peut exister sur le web. Voilà, et j'ai envie de former encore plus de personnes à ce métier-là. Je sais qu'on en a besoin. Il y a une étude aux États-Unis hein, qui a montré que pour 4 profils de visionnaires, donc les profils de visionnaires, ce sont nos clients qui sont créatifs, qui aiment être sous les feux des projecteurs, qui ont 1000 idées à la minute mais qui ne savent pas vraiment les déployer ou qui changent tout le temps d'avis pour donc 4 profils de visionnaires pour un seul profil d'intégrateur. Donc l'intégrateur, c'est nous en tant que duopreneurs, c'est nous qui nous réalisons totalement dans les coulisses et c'est nous qui savons faire le tri dans ces 1000 idées-là pour donner vie seulement à une poignée qui sont essentielles pour la réalisation des objectifs de notre client visionnaire. Donc
Donc, quand je vois cette proportion aux États-Unis et quand je vois que on suit souvent les tendances du business hein, qui ont été initiées aux États-Unis avant, je sais qu'il y a une évolution et une multiplication de ces demandes et de ces profils qui va être de plus en plus importante. Ok, alors on lance un appel à celles qui aiment l'organisation, la gestion de projet, qui Ok. sont très pointilleuses, qui aiment les templates, la structure. Et Euh, se planquer derrière un ordinateur. un ordinateur. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre du coup, Amélie? Alors, sur mon site internet qui est duopreneur.net, où il y a beaucoup de ressources gratuites pour découvrir cette profession-là. Et il y a aussi un quiz pour savoir si le métier de duopreneur, d'OBM, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, est fait pour soi. Et puis, sur les réseaux sociaux, je suis pour l'instant beaucoup plus visible sur Instagram et mon compte, c'est duopreneur underscore, doit être le tiré du 8 tiré du dessous là, net duopreneur underscore net. Ok, super. Merci beaucoup, Amélie, Merci Vanessa, pour ce temps et merci pour tous ces partages. avec plaisir.